Splendeur et misère d'une activité historique et essentielle en Méditerranée. Dans ce numéro de Méditerranéo, reportage sur la pêche à l'espadon dans le détroit de Messine, puis à Sète, dans le sud de la France, où la filière pêche, véritable industrie, est aujourd'hui en déclin. Direction ensuite les Calanques de Marseille, où des artistes s'emparent d'anciennes friches industrielles. Enfin, retour à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, dans notre séquence mémoire. 10 ans après la fin de la guerre, la ville martyre peinait toujours à trouver le chemin de la réconciliation. Leurs bateaux sont à l'image des poissons qu'ils pêchent, pointus comme la pratique de leur métier, une pêche à l'espadon toujours authentique dans le sud de l'Italie. Et s'ils ne sont pas vraiment responsables de la raréfaction de l'espèce, ces pêcheurs doivent pourtant se plier aux quotas pour la préserver. C'est une drôle de chasse. Dans le détroit de Messine, entre Sicile et Calabre, assis au bout d'une passerelle de 40 mètres, Giuseppe Mancuso attend patiemment sa proie. À bord de la traditionnelle felouque, il faut avoir le cœur bien accroché pour grimper jusqu'à la barre. C'est de là-haut, du sommet d'une tour de 20 mètres, que le pilote et les guetteurs scrutent les eaux pour repérer leur objectif. L'espadon, le poisson épais qui fréquente les eaux profondes du détroit pour se reproduire. C'est un poisson qui fait dans les 45 kilos et il a été pêché à environ 4 mètres de profondeur. Les outils des pêcheurs ont très peu évolué depuis l'apparition des bateaux à moteur dans les années 50. On raconte que l'idée de la passerelle fut importée de Turquie par un pêcheur sicilien prisonnier après la bataille des Dardanelles en 1915. Giuseppe, lui, perpétue la tradition familiale avec ses techniques éprouvées. Il faut comprendre le poisson. Ça veut dire que nous devons opérer notre manœuvre en fonction de la spécificité du poisson. Normalement, on doit toujours se tenir derrière l'espadon pour le frapper, sinon il nous voit. Il a un champ de vision à 180 degrés. Il ne nous voit pas derrière. Donc si nous arrivons par derrière, nous le surprenons. Avec leur harpon affûté, les pêcheurs vont parcourir inlassablement la zone de pêche qui leur est affectée ce jour-là. Des ronds dans l'eau pour repérer le poisson à quelques mètres de profondeur. Le principe de la pêche à l'espadon fonctionne avant tout avec le critère de la Lune. Quand la Lune est là, les poissons viennent plus souvent en surface, parce qu'ils aiment regarder un peu la Lune. Et donc, avec le mouvement de la Lune qui apparaît et disparaît, ils viennent un peu en surface. Et ça, c'est l'un des principes. Toujours le matin, quand il reste 2-3 heures de... Tout est question de tempo. L'espadon, poisson de profondeur, ne reste que quelques minutes près de la surface. La pêche se déroule de la mi-mai à la mi-août, avec des résultats très différents selon les années. 70, 100, 120, c'est plus ou moins la quantité que l'on prend. 8 zones de pêche côté sicilien, 3 côté calabrais. 11 felouques sont donc de sortie chaque jour dans le détroit. Dans la zone voisine de celle de Giuseppe, Michele Donato vient de pêcher son premier poisson de la journée. Et il décide de rentrer au port. Les felouques sont toutes stationnées à Ganziri,
à quelques kilomètres au nord de Messine. Le transport du poisson est, comme la pêche, très artisanal. Combien il pèse? 37 kilos. Pour éviter la surpêche de l'espadon en Méditerranée, des quotas viennent d'être instaurés. Ils concernent en premier lieu la pêche industrielle à la palange et les artisans de Ganziri ont très peu d'informations sur le sujet. Je ne sais pas s'ils vont nous mettre à nous aussi ces quotas. On ne sait pas précisément. Et s'ils les mettent, combien de quotas tu veux nous mettre? 30 poissons? Je fais comment, moi? Je donne mon bateau? Je ne pourrai plus l'entretenir. Chaque après-midi, le poisson frais est proposé sur les étals de Ganziri. Les quotas de pêche pour cette année sont calqués sur les prises de 2015. Ils seront amenés à baisser chaque année. Teresa Romeo est chercheuse en biologie. Elle connaît bien la pêche dans le détroit et espère une grande rigueur de la part de l'ICCAT, l'organisme international chargé de la mise en place des quotas. Les quotas peuvent être un risque, dans le sens où l'Italie, bien qu'étant le principal producteur d'espadons, pourrait risquer d'avoir moins de quotas que les autres pays, même des pays qui ne sont pas des membres de l'ICCAT, ce qui pourrait entraîner des dégâts sur l'économie italienne, sur l'économie locale. Dans le laboratoire du Centre national de recherche de Messine, Joel Capello, chercheur à l'université, travaille ce jour-là sur des poissons beaucoup moins impressionnants que l'espadon. C'est pour faire une estimation du stock et de la dimension moyenne du poisson. Le stock d'espadons en Méditerranée donne des inquiétudes, malgré des fermetures saisonnières de pêche dans certains pays et l'interdiction totale de la pêche au filet. Il est en diminution et l'espadon commence à devenir une espèce à risque. Si les différents moyens de protection ne devaient pas être mis en œuvre, alors certainement cela pourrait monter au niveau d'espèces vulnérables et ensuite menacées. Les quotas peuvent être un très bon moyen de contrôler, mais je veux répéter que le principal danger pour le stock de Méditerranée, c'est la pêche illégale aux filets dérivants et maillants qui sont encore utilisés dans notre mer. Les contrôles devraient donc logiquement se renforcer. Pour 2017, les quotas s'élèvent à 15 821 tonnes en Méditerranée. L'Union européenne préconise une réduction de 3% par an jusqu'en 2022 pour ramener la population à l'équilibre. L'enjeu est d'importance, notamment pour l'Italie qui opère à elle seule la moitié des captures d'espadons avec ses gros chalutiers. La pêche au harpon dans le détroit de Messine représente quant à elle l'équivalent d'une goutte d'eau dans la Méditerranée. Pêche toujours, mais à une autre échelle. C'était le premier port français de la Méditerranée en la matière. Pourtant, avec la crise, la concurrence internationale, les contraintes européennes, le découragement gagne la plupart des patrons pêcheurs. La jeune génération, elle, s'interroge sur l'avenir. Les obstacles sont en effet nombreux pour pouvoir vivre décemment de ce métier. C'est leur dernier né, sorti il y a 8 ans du chantier. Un chalutier flambant neuf, cassé, broyé. Sa coque polyester, déchirée. Si rare à 7, la neige ce jour-là tombait comme un linceul. Disparus le Thérésina, le Maxime Louis, le Keliroko et le Liguori. Chalutiers trop nombreux pour être rentables. Le premier port de pêche de Méditerranée est en rade. La moitié de la flotte de ces navires de 25 mètres est partie à la casse. Sauveur Liguori a détruit son chalutier l'année dernière, le même que celui-ci, construit grâce aux subventions de l'Europe. Elle a incité les patrons de vieux bateaux à investir jusqu'à 1,5 million d'euros dans du gros.
Pourtant, 10 ans plus tard, cette même Europe offre une prime pour la sortie de flotte des bateaux les plus récents. À peine de quoi payer les dettes de Sauveur qui, comme beaucoup, s'est retrouvé endetté jusqu'au cou. Voilà. Là, tu as l'héritage de mes petits-enfants, là, tu vois. Sur le quai, voici tout ce qu'il reste de ses espoirs engloutis. Après 50 ans de travail, voilà, tout est là. Ça fait bientôt 6 mois là que personne n'achète rien et c'est là. Ça va aller à la poubelle, ça va aller à la casse. On ne peut pas dire que j'ai réussi dans cette histoire. Mais bon, mon problème, c'est que tous les bateaux, un à un, ils y viennent. L'année prochaine, il y en a encore 4 ou 5. Vous voyez, les quais, comme ils sont beaux, les quais de 7, ils sont vides. C'est toute une ville qui regarde son histoire prendre le large. Irrémédiablement, la pêche sétoise s'étiole. Ils ne sont plus que 3 chalutiers comme celui-là à chasser le poisson bleu. Un travail de forçat qui commence bien avant l'aube. On aurait bien aimé que la météo se soit trompée. Raté. Moins 2 degrés, 70 km/h de vent. Première levée du filet dans le golfe du Lion à 8 heures pour Rudy et ses marins pêcheurs. Dans toutes les têtes, la même question, le poisson sera-t-il au rendez-vous? Comme partout ailleurs sur la côte, il se fait rare. C'est l'ensemble de la Méditerranée qui est sinistré. Quand on prend des choses comme ça, c'est dur. Hein. Faire 1 heure de trait pour rien, c'est pas trop bien, quoi. C'est comme ça. Quelques kilos de merlan, du poisson blanc, mais pas l'ombre d'un bleu. Ni sardine, ni anchois, ni merlu. Vite, Rudy repart chasser vers des eaux qu'il espère plus poissonneuses. Depuis 4 ans, la mer se vide. Alors tous, comme Pierrot, s'interrogent. Ils ont trouvé du mercure dans le Rhône. Parce qu'en 15 jours, la sardine a disparu. En 15 jours. Quelque chose qui s'est passé. Tout le monde ne dit rien. Tu crois pas que c'est parce que les pêcheurs ont surpêché? Non. C'est l'avidité des pêcheurs? Peut-être aussi, mais enfin bon, il y a aussi le facteur pollution. Oui. Des poissons pêchés trop jeunes et moins de nourriture dans le golfe du Lion à cause de la pollution seraient les causes de cette mystérieuse disparition. Embellie sur le bateau de Rudy, où l'équipage continue de pêcher à une cadence effrénée. Accro à l'adrénaline à chaque remontée de chalut, Christophe, lui, se dépense sans compter pour le plaisir de voir un beau coup de filet, comme celui-là. Après 10 heures de mer. Avec les bateaux qui sont partis à la casse, peut-être que ça va faire du bien aux autres bateaux qui restent, quoi. On va voir. En espérant que ça dure, quoi. Le voilà enfin le bleu, de l'anchois en pagaille. Tout le monde s'y met, même le capitaine. 1,5 tonne, un beau coup. Qui met du baume au cœur à Pierrot, doyen de l'équipage. Un cœur énorme, plus de lombaire. Ça va plutôt bien, oui. Maintenant, il faut voir à terre s'il y a le prix. Il faut voir avec le prix maintenant. Foncez à la criée pour peser ce poisson fragile et essayer d'en tirer le meilleur prix. Les marailleurs rôdent, les marins, eux, espèrent, fiers de leur pêche. Les enchères commencent. Chute vertigineuse. Verdict. C'est pas très cher. Voilà, pour la journée qu'on vient de passer, tout le travail qu'on fait, bon, les frais de gasoil et tout ça, c'est toujours pareil, quoi. En fin de compte, ça se vend pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien, quoi. Voilà. Beaucoup de travail pour pas grand-chose. Hier, le même poisson, il était à 3 €. Aujourd'hui, il est à 80 centimes. Je comprends plus rien.
Ils voient qu'on a du poids, alors ils profitent. Ils achètent le poisson au plus bas prix. Élève au lycée maritime, Arthur, 17 ans, rêve de pêcher au large comme eux. Songeur face aux chalutiers désormais coupés en deux. Ça va faire à peu près une bonne heure que je suis là, en train de regarder un massacre. Ça fait peine. Hein. Voilà. 7, si on vient, pourquoi? Mais pour les plages. D'accord. Mais c'est pas plus joli de venir se promener sur le mont là et de regarder les chalutiers qui rentrent, tout ce balai là qui se met en place tous les soirs. C'est joli à voir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique. C'est 7. Hein. Au large, Rudy et ses matelots ont senti les premiers signes du retour du poisson bleu. Avant d'être un paradis couru par les touristes, certaines calanques de Marseille abritaient au XIXe siècle des usines particulièrement nocives pour l'environnement et les hommes. C'est le cas de l'Escalette. Pollué pendant 100 ans puis abandonné, le site revit grâce à la volonté d'un antiquaire qui a racheté cette friche industrielle. Son ambition l'a transformée en espace culturel. Les calanques, au sud de Marseille, symbolisent ce qui s'approche sans doute le plus de l'image du paradis sur terre. Eau turquoise et transparente, petite crique, paysage sauvage. Difficile d'imaginer que cet endroit a été la zone de relégation des usines les plus polluantes de la ville entre le 19e et le 20e siècle. On est au tout début du 19e siècle et c'est une industrialisation qui commence dès 1809 avec d'abord des usines de soude, la soude étant un produit qui est indispensable à la fabrication du savon de Marseille. Donc on met ces usines dans les calanques parce qu'elles dégagent beaucoup d'acide chlorhydrique, que c'est gênant évidemment pour tout le voisinage, que c'est même très polluant. Donc on les met dans des lieux isolés. À l'Escalette, une usine de plomb ouvre en 1851 et elle va devenir la plus importante de France. C'est une usine qui est vraiment emblématique de l'âge d'or industriel de Marseille au XIXe siècle. Et ça reste un des derniers grands vestiges de cette histoire. C'est un moment où la demande en plomb en Europe explose véritablement. Pourquoi? Parce qu'on assiste à des grandes transformations urbaines. On a besoin de tuyaux de plomb pour les nouveaux réseaux d'alimentation en gaz, en eau, donc il faut du plomb. Et Marseille a un avantage, c'est que la ville est en connexion avec l'Espagne, qui est alors le premier producteur mondial de minerais de plomb. Au milieu des années 20, la concurrence internationale entraîne la fermeture de l'usine et le site devient une friche à l'abandon pendant plus de 80 ans. Il y a 5 ans, Éric Touchalaume, antiquaire et marchand d'art, a racheté les 3 hectares de ruines envahis par la végétation. J'ai découvert les Goudes et tout ce coin-là, j'avais 18 ans et je m'en suis jamais remis. J'ai absolument adoré, je n'avais pas l'impression d'être vraiment en France. On ne pouvait que tomber amoureux d'un endroit pareil ou se sauver en courant. J'ai quand même hésité. Et vous voyez ce tamaris énorme et au tronc noueux. Il y a quand même quelques sujets remarquables comme ça sur le site. Et ça fait partie aussi de mes centres d'intérêt, c'est-à-dire protéger la végétation qui colonise le site. Alors c'est parfois une aberration architecturale, parce que les racines font éclater les pierres, etc. Mais ça m'est égal. On mettra des crampons, des ancrages, des ouvrages en métal qui permettent aux murs de tenir, mais je veux absolument garder les plantes. Depuis 5 ans, Éric Touchalaume a clôturé, nettoyé, sécurisé le site et entrepris de le réhabiliter pour le transformer en un lieu culturel. Au milieu de ce qui fut autrefois le cœur de l'usine, trône aujourd'hui une maison tropicale de l'architecte Jean Prouvé, désormais très recherché par les collectionneurs. Son but, c'est vraiment un humaniste, il y a un but éminemment social, mettre le beau à la portée de tout le monde, que l'industrie, l'art et l'artisanat se rejoignent. Il a fait des constructions très modestes, c'est-à-dire pour des gens modestes. Aujourd'hui, c'est le paradoxe, c'est apprécié par des milliardaires de Beverly Hills, mais c'était fait pour des gens modestes au départ. Un peu plus haut, au milieu des ruines,
2 artistes contemporains ont eu carte blanche pour installer leurs sculptures dans les vestiges de l'ancienne usine. On dirait des ruines romaines, quoi. On ne dirait pas des ruines d'une usine du 19e siècle. Et donc c'est complètement magique et intervenir ici, c'est un bonheur total, quoi. La mère, voilà. Ouais. Il ne faut pas qu'elle frotte le mur. Pose-la au sol. Manu. Il y a l'échelle avec tout le symbole que ça représente, depuis l'échelle de Jacob et les échelles des migrants aujourd'hui qui escaladent les murs. Et donc il y a l'échelle et il y a le rapport à l'espace. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, quand je crée, c'est le rapport à l'espace. Donc là, en l'occurrence, c'est la fosse de la Concasseuse, c'est-à-dire où on cassait le minerai, c'était un truc tout noir, plein de poussière, hyper polluant. L'endroit le plus pollué peut-être du site, qui tout d'un coup devient le plus pur, avec cette échelle qui monte au ciel, quoi. C'est un pont entre le ciel et la terre, quoi, l'échelle. Chacun à leur manière, les 2 sculpteurs ont dialogué avec le lieu et ses particularités. Non, tu remontes le bas, Voilà. L'idée de faire des bronzes avec des éléments végétaux, c'était une espèce de transmutation. Comment apporter de la nature dans l'espace culturel et comment apporter de la culture dans l'espace naturel. Et je m'amuse à ça en permanence. C'est mon travail, en essayant d'y inclure un peu de poésie quand je peux. Alors le lieu me parle extraordinairement. C'est un lieu qui a été pollué à très long terme. Et donc c'est une espèce de réparation, quoi. À l'Escalette, désormais, les sculptures ont remplacé les machines. Et si la pollution continue d'empoisonner certaines parties de la friche, le combat pour la réhabilitation totale est en cours. Pour notre séquence Mémoire, Méditerranéo était retourné à Mostar, ville martyre de la guerre en Bosnie. Le pont de la cité, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, avait été détruit lors des combats, comme un symbole de la fracture entre chrétiens, croates et musulmans bosniaques. 10 ans après, l'ouvrage était en reconstruction, tout comme la réconciliation entre les communautés. Volimote, on t'aime. C'est un mythe en Bosnie-Herzégovine. À Mostar, on l'appelle Stari Most, le vieux pont. Édifié au XVIe siècle par un architecte ottoman, il a été détruit par l'armée croate durant la dernière guerre dans les Balkans. Depuis 10 ans, sa reconstruction qui s'achève cette année est tout un symbole. Avant 1993, cette ville touristique comptait environ 100 000 habitants sans distinction ethnique. La guerre a complètement bouleversé le paysage et les hommes. Mostar est divisé, croate et catholique à l'ouest, bosniaque et musulmane à l'est. Santé, éducation, administration, 2 villes se font face. Les pouvoirs locaux dominés par les partis nationalistes ont largement contribué à cette situation. Je m'appelle Maria Kolobavic, je suis activiste et volontaire à Mladi Most. J'habite à Mostar. Je me consacre à la reconstruction d'un centre pour les jeunes que vous pouvez voir derrière moi. Šta to za mene znači? Da smo mi jedna organizacija koja od početka radi na... Qu'est-ce que ça représente pour moi? On est une organisation qui, depuis le début, travaille sur l'unification, sans prendre en compte la nationalité. Tout le monde peut participer. On ne regarde pas d'où on vient. Mostar, c'est une ville. Et pour moi, elle n'est pas partagée en 2. Za mene nije podijeljena 2 dijela. J'avais 13 ans et demi quand la guerre a commencé. Émotionnellement, ça a été un moment très intense dans ma vie. Et j'ai ressenti un rejet très fort de toutes ces questions de nationalité, après ce qui s'est passé à Vukovar et à Srebrenica. À ce moment-là, j'ai compris que l'appartenance à une nationalité n'a pas d'importance. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans le milieu où on vit.
Novi Početak, nouveau commencement, ZSV pour tous. Cette campagne d'information est menée par l'OHR, l'Office du Haut Représentant. La plus haute autorité de la communauté internationale en Bosnie-Herzégovine vient d'imposer la réunification de Mostar, enfin dotée d'une municipalité unique. Sur les murs, les partis nationalistes affichent leur opposition à toute forme de réconciliation. Méditerranéo s'achève pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles aventures en Méditerranée.